va s'agir de la première lecture chuchotée. Et on va découvrir ensemble L'Axe du Loup, qui est un livre de voyage donc de Sylvain Tesson, qui est mondialement connu pour ses récits de voyage. Et ça fait longtemps que je voulais découvrir quelque chose de Sylvain Tesson, puisque j'ai des amis qui m'en ont parlé, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion ni vraiment l'envie d'en lire moi-même, puisque je suis plus porté sur les fictions ou quand je lis je vais pas lire d'autobiographie, je lis pas de livres de voyage, je lis parfois des livres d'histoire bien sûr, mais c'est vrai que quand j'ai tendance à ouvrir un bouquin pour le plaisir, j'ai tendance à choisir des fictions. Et donc j'ai ce bouquin de Sylvain Tesson que je me suis acheté l'année dernière et que je n'ai toujours pas lu. Et je me suis dit que le découvrir sur la chaîne pouvait faire une bonne occasion de s'y mettre. Et donc, eh bien je vais vous le lire. Le premier chapitre s'appelle Paris-Berlin, Yakoutsk, et il se déroule en mai. C'est triste un train qui part pour Berlin, surtout quand on est dedans. J'ai quitté mon appartement parisien tout à l'heure. J'ai gagné la gare du Nord en métro. Je trouvais ça chic de prendre le métro pour aller en Sibérie. Le guichetier à qui j'ai demandé un aller simple en première classe pour la gare du Nord m'a répondu qu'on n'était pas il y a 100 ans. Et j'ai pensé que c'était bien dommage. Quelques amis sont là, sur le quai. Je leur crie avec une voix de soldat des années 40 qui pensent être de retour dans 3 semaines. Ich fahre nach Berlin. Et personne ne trouve ça drôle. Le train allemand s'ébranle. Je m'allonge sur ma couchette et pioche au hasard dans le gros sac de livres que j'ai pris soin d'empiler jusqu'à la gueule. De la brièveté de la vie. Sénèque. Je suis superstitieux avec le titre des livres. Je ne l'ouvre pas. Je m'endors et au matin, c'est Berlin. Quiconque possède quelques heures à Berlin doit aller visiter le musée du mur. J'y passe l'après-midi avant d'attraper le train de Moscou. Il y a une salle consacrée aux évasions. Pour passer à l'ouest, des gens se sont cachés sous des moteurs de voitures, dans des valises ou des rouleaux de câbles, dans des cabas ou sous des uniformes soviétiques. Un père de famille a fait glisser son fils le long d'un câble tendu de l'autre côté. Une famille a passé des années à confectionner une montgolfière dans sa cuisine. Un nageur a traversé la Baltique avec un propulseur sous-marin de sa fabrication. Une mère a jeté son bébé par-dessus le mur à des complices qui avaient placé un matelas au préalable. Beaucoup ont sauté d'immeubles de plusieurs étages qui donnaient directement sur la frontière. D'autres ont creusé des tunnels. On se croirait au concours l'épine de la liberté. L'évasion est source d'ingéniosité, disait d'ailleurs la pancarte à l'entrée des salles d'expo. Assez souvent, ces évasions bricolées dans les arrière-cuisines des appartements communautaires de Berlin-Est réussissaient. Alors, quelques heureux fugitifs triomphaient de l'obsession des commissaires de l'Est à traiter les peuples comme des canaris, à leur confectionner des cages. Le train marche à présent vers la Pologne, puis traverse la Biélorussie et la Russie occidentale. Même plaine et même nuit de part et d'autre des frontières. Seul change l'aigle qui frappe les insignes des douaniers. Il n'a qu'une tête chez les Allemands, une seule chez les Polonais, mais deux chez les Russes. Tant de sang depuis tant de siècles sur les landes de Masurie et de Silésie, pour débarbouiller cette question de savoir quel était celui des rapaces qui devait contrôler la Pologne. À Moscou, je reste le temps de faire 2 choses.
en son temps s'enfuit à travers l'Eurasie à bord d'une Lada Niva, laquelle n'aurait normalement pas dû être capable de dépasser la Franche-Comté. De nouveau, le train à destination de Nierunskry, Sibérie. Le trajet dure une semaine, et à Novosibirsk, je reste couché dans ma cabine la majeure partie de la journée. Par la fenêtre, je regarde défiler les bouleaux. Ils sont le signal d'alerte du début des terres slaves. Un boulot en cache toujours un autre, et ce drôle de petit jeu se prolonge jusqu'au Pacifique. Le transsibérien, ce sont deux rails parallèles posés devant soi sur des milliers de kilomètres par décision du tsar, à une époque où rien ne justifiait qu'on fît un détour pour contourner une isba ou un village qui se serait trouvé sur le tracé. Donc ça va tout droit, la plaine passe, et chaque minute est fidèle à la précédente. Von Paulus, un jour que son panzer rendait l'âme, embourbé dans une frondière, sortit la tête par la tourelle et, retirant son casque, soupira. En Russie, il n'y a pas de route, il n'y a que des directions. Un soir, la nuit ne tombe même plus car nous sommes à la fin de mai et abordons les hautes latitudes. Un demi-jour laiteux fait la soudure entre le crépuscule et l'aube. Lors d'une halte, deux Russes montent dans mon compartiment, Nina et Sergueï. Ils reviennent de 3 semaines de repos dans un sanatorium du Kazakhstan. Ils grimpent dans le train en traînant un sac militaire rempli de vivres. Ils mangent sans repos. Ils engloutissent les saucisses. Ils se ruent sur le saindoux. Ils avalent tout ce qu'ils peuvent. Ils boivent une bière tiède dans des bouteilles à l'étiquette frappée de cette promesse. Pas moins de 6 degrés d'alcool. Ils m'invitent à les aider. Le sac est gros et ils ont l'air de vouloir le vider avant le terminus dans 3 jours. Ils se réjouissent de me gaver. Je n'ose plus descendre de ma couchette de peur de me retrouver coincé entre eux, forcé à bafouer. Parfois je trouve refuge au wagon-restaurant où Ludmila, la blonde, grosse et saoule comme une barrique, s'acharne à me servir des verres de vodka au lait. Quand je suis rebu et un peu gris, je pousse la porte de la cabine pour regagner ma couchette. Nina et Sergueï sont là, assis devant une gamelle de purée fumante, intacte. On vous attendait pour commencer. Déjà 11 jours écoulés depuis Paris. Pardon pour les couilles. Va falloir les accepter parce qu'il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Donc si j'ai des petits bruits de respiration, pardon, ou de salive, désolé. C'est tout simplement pas dans mon contrôle. Déjà 11 jours se sont écoulés depuis Paris. Sandra prétend que le train fait broum broum broum. Je penche plutôt pour un rythme à 4 temps comme dans la fameuse mesure de Roméo et Juliette de Prokofiev. Tant, taran, tatan, taran, tatan. Dedans, les heures se dissolvent dans la torpeur. Dehors, les bouts se mélangent dans le Rasputinsta, qui est la période de dégel. Le transsibérien, c'est la débâcle du temps. Je plonge dans une sorte d'hibernation ferroviaire. Paresse où je me vautre avec délectation, sachant ce qui m'attend dans les mois à venir. Je me repose tellement pendant la journée que je n'ai plus assez de fatigue pour dormir la nuit. De gigantesques incendies qui
Voilà un bon garçon et une belle histoire. Parfaitement ce qu'il me faut. De la détermination, du mépris pour le corps et enfin la volonté d'avancer. Toujours, quoi qu'il arrive. Un matin, alors que Sergueï et Nina attaquent un second poulet fumé, une étrange luminescence chasse l'éclat d'acier de l'aube. Je regarde par la fenêtre du train. C'est le Baïkal qui agit comme un réflecteur géant et renvoie au ciel des rayons de soleil tirés au travers des nimbus. La ligne contourne le lac vers le sud, vers Chita. Dans quelques semaines, si tout se passe comme je le veux, j'avancerai à pied au bord de la rive orientale du Baïkal. Je remonte sur mon bas-flanc et je réfléchis. Pour la première fois depuis des mois, je sens monter la peur en moi et le martèlement des roues du train. Sur l'acier des rails, j'enfonce à chaque coup comme un clou dans le cœur. Trop d'arbres dans cette taïga, trop de blancheur dans les bosquets de bouleau, trop d'écrasement sous les ciels. Et que dire de cette plaine sans bornes, plus terrible qu'une prison, car ici, devant l'horizon, il n'y a même pas où fuir. Je feuillette à marche forcée de Slavomir Ravitch, le livre que je connais par cœur et auquel je dois me trouver ici. Auquel je dois de me trouver ici. Allongé sur la couchette, du haut parmi les effluves de poulets, dans un train russe lancé vers l'est à travers la grande forêt sibérienne. J'ai découvert à marche forcée dans une édition de poche des années 60. J'avais 15 ans, et je vécus avec ce récit la première de ces nuits, par la suite sacrifiée tout entière à la lecture de Céline, de Laurence, de London, d'Amson et des romanciers russes. Ravitch est un officier polonais de 24 ans qui fut arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale par le NKVD et déporté en train, à pied, jusqu'à un camp de prisonniers situé à 300 km au-dessus du cercle polaire arctique. En dessous, pardon. Travaux forcés, hiver de glace, vie de sous-homme, le goulag. Ravitch doit purger une peine de 5 ans. Sa faute, être polonais. Son seul espoir, la mort ou la fuite. Six mois après son incarcération en avril 1941, il s'évade dans la taïga en plein hiver avec une escouade de 6 camarades. Deux autres Polonais, un letton, un lituanien, un yougoslave et un américain. Ils ont en commun deux choses. La première est d'avoir fait naufrage sur le récif de la Terreur rouge, inauguré par la Grande Révolution d'octobre et prolongé par les purges de Staline. La seconde est d'avoir refusé, au risque de la vie même, le destin d'esclave qui leur était promis. Ils n'ont d'autre choix que de mettre cap au sud, vers les Indes. Ils n'ont pas de vivres, pas de cartes, pas d'équipement ni d'armes. Comme ils se représentent très mal la géographie de la Haute-Asie, ils pensent atteindre la mer du Bengale en quelques semaines, sans entrevoir que des milliers de kilomètres les en séparent. Hantés par la reconquête de la liberté que les liquidateurs de Moscou leur ont volée, ils avancent, en bêtes traquées, sans repos, une année durant, ne se fiant qu'à la direction cardinale australe induite par le soleil.
jungles du Sikkim. Il progresse en coupant les grandes bioclimatiques latitudinales qui font de la Haute-Asie l'un des espaces les plus hostiles et les plus sauvagement splendides de la planète. Il trace, pas à pas, un sublime itinéraire, une œuvre d'art géographique dont le transept balafre l'Eurasie du septentrion aux parallèles méridionaux à la façon d'un coup de sabre. Quatre d'entre eux meurent en route. Les autres, rendus à l'état de demi-cadavres par les souffrances endurées, arrivent au bout de leur cauchemar après un an. Ils sont accueillis par l'armée britannique des Andes. Ravitch publiera son récit en 1956 en Europe de l'Ouest. Et, ultime épreuve, aura essuyé la suspicion d'un certain nombre de voyageurs et de géographes, pour qui pareille évasion ne peut relever que de la fable. Le drame des hommes à l'existence romanesque est qu'on les tient pour des affabulateurs quand ils racontent leur vie. À la parution, Peter Fleming, en tête des quelques explorateurs, décortique les chapitres du livre et y note des anomalies, des oublis, des erreurs de description de lieux, des approximations ethnographiques, des exagérations, comme Ravitch qui prétend avoir survécu 10 jours sans boire, des scènes délirantes, la rencontre avec un couple de Yétis, l'épopée jugée trop rocambolesque, l'exploit trop inhumain, et le récit trop vague pour être vrai. Fleming assène à sa conclusion dans la presse. À mon plus grand regret, je suis forcé de déduire que l'ensemble de cet excellent livre est purement fictif. L'auteur n'en a pas fait le voyage du tout. Ravitch serait donc un imposteur, faux évadé, qui ne se serait jamais échappé que de son imagination. Il ne resterait aux lecteurs abusés qu'à ranger à marge forcée dans leur bibliothèque, entre Marco Polo, Wells et Swift, Jules Verne, Munchausen et Homère, au rayon des voyages fantastiques ou des tartarinades. L'énergie des détracteurs de Ravitch a aussi une racine politique. Le livre paraît à une époque où l'Europe ne veut rien savoir de la tragédie carcérale russe. L'archipel du Goulag n'a pas été découvert. Une journée d'Ivan Denichovitch n'est pas encore publiée. Et les prisonniers politiques sont toujours dans les camps et les démocraties occidentales. Auréole les communistes de la victoire sur l'Allemagne nazie. Et voici qu'un Polonais, prétendument sorti des taïgas de l'enfer, brosque la fresque de l'effroi concentrationnaire. Comment accepterait-on en 1956 de croire qu'on puisse s'évader de camps dont l'existence même n'est pas officiellement reconnue? Eh bien, Slavomir Ravitch répondra timidement aux attaques en disant qu'il faudrait rappeler à tous que nous étions des fugitifs affamés, fuyant une terreur que seuls peuvent comprendre ceux qui ont subi le communisme dans leur chair. Je ne me souviens pas quelle route ou quelle montagne nous avons traversées. Nous n'avons jamais su les noms de la plupart d'entre elles, et nous n'avions ni garde ni connaissance préalable à la question. Le livre connaîtra malgré tout un succès d'édition, puis tombera dans l'oubli, sauf pour une poignée d'inconditionnels, bien sûr, qui en attendaient la réédition avec une fébrilité religieuse. Ravitch, lui, s'emmurera dans le silence, à Londres, où il vit toujours,
recherches que j'ai